Michel Aglietta, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, conseiller scientifique au CEPI et à France Stratégie. Vous êtes professeur émérite à l'université Paris-Ouest. Et on va évoquer les pistes de relance du projet européen ensemble. Mais d'abord, l'intégration européenne fait face à de nombreuses difficultés. Comment est-ce que vous expliquez ces difficultés ? Alors, ce sont des difficultés qui viennent de multiples sources, et c'est ça le problème. Les premières, elles sont mondiales, c'est-à-dire que le monde va plutôt mal, et la globalisation financière est restée fragile après la crise, elle ne s'est pas rétablie. Et en même temps, vous avez des réseaux politiques qui apparaissent maintenant de nouveau, qui sont le fait que, disons, on peut dire, les principes de l'hégémonie américaine dans lequel se situaient, si vous voulez, les avances de l'Europe, eh bien, ils sont mis en cause par la nouvelle politique américaine. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est interne à l'Europe. Alors, ce que nous avons écrit, en particulier dans le livre sur la double démocratie, c'est que l'intégration qui se fait par le droit du marché, un droit purement horizontal, si vous voulez, affaiblit les États nationaux, affaiblit en particulier les politiques industrielles, le rôle des subventions, etc., sans créer une puissance publique de l'Europe qui permettrait de le compenser. Ça, c'est évidemment quelque chose qui est un problème structurel fondamental. Le troisième élément, c'est l'incomplétude de l'euro. C'est-à-dire, n'oublions pas que la zone euro a une banque centrale qui est fédérale et qui défend un intérêt européen, mais elle n'a pas de pouvoir budgétaire qui permettrait de créer, si vous voulez, une politique macroéconomique robuste pour l'Europe. C'est évidemment inquiétant. Et le dernier élément, c'est les divergences des pays membres de la zone euro qui se sont accentuées. Divergences, je veux dire, vis-à-vis de leur position extérieure. Vous avez des pays très excédentaires, des pays très déficitaires, ce qui crée des conflits permanents et des discordes dans la formulation des politiques d'ajustement économique. Et donc, ça fait un ensemble assez lourd de difficultés. Mais est-ce qu'il est possible de faire émerger une puissance publique européenne tout en renforçant les souverainetés nationales ? Alors, c'est justement le grand objectif, si vous voulez, puisque si on se situe dans un horizon relativement court, pour répondre aux difficultés du moment, il est clair qu'on n'a pas le temps, d'abord, il n'y a pas de consensus pour ça, et on n'aurait pas le temps de bouleverser les traités. Donc, il faut faire des choses qui sont des améliorations à traités constants. Alors, je pense qu'une des raisons pour lesquelles c'est possible, c'est justement le Brexit. En effet, pourquoi ? C'est parce que les fondateurs de l'Union européenne ont toujours eu un projet progressif de construction politique, en quelque sorte, de l'Europe. Alors que le Royaume-Uni a un projet totalement différent, qui est créer une zone de libre-échange la plus complète possible, et en même temps étendu le plus largement possible à un ensemble de pays d'autant plus vaste. Donc ce sont deux positions qui sont alternatives, et donc le fait que le Royaume-Uni sorte, même s'il y a des difficultés par ailleurs au plan économique qui vont entrer, si vous voulez, sur le fond et sur le long terme, on peut penser que c'est quelque chose de positif. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut faire une certaine refonte du projet européen compte tenu de la sortie du Royaume-Uni, et il me semble qu'il y a un double objectif immédiat. Le premier, c'est de renforcer la croissance potentielle de l'Europe par des investissements de long terme. Et ceci veut dire développer le plan Juncker. Et le deuxième, c'est réduire les asymétries entre les pays européens. Et ceci, ça veut dire réformer le semestre européen. Donc vous voyez, deux des institutions créées récemment, c'est-à-dire après la crise grecque, doivent être non pas mis à bas, mais au contraire, si vous voulez, avancer. Et vous pensez que cela permettrait de mettre en place des politiques de stabilisation plus coopératives ? Alors d'abord, je pense qu'il faut parler du long terme parce qu'il va avoir un effet sur la coopération ensuite. Allons-y. Alors c'est évidemment de la coopération. Mais coopération dans le long terme concerne l'Europe dans son ensemble. Coopération pour la macroéconomie, l'ajustement, si vous voulez, conjoncturel, concerne la zone euro exclusivement. Sur le premier cas, c'est le rôle du budget européen qui est en cause. Le budget européen doit être repensé car il n'a aujourd'hui aucun rôle autre que redistribution. Si vous voulez, vous avez des pays à qui on donne et des pays à qui donnent, et donc il est considéré comme un système à somme nulle.
Il faut au contraire le penser comme un système qui crée de la valeur ajoutée pour l'Europe. Donc le nouveau concept qui est intéressant et qu'a utilisé et mis en avant la commission Monti pour réformer les ressources de l'Europe, hein, c'est la notion de valeur ajoutée européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe des investissements qui concernent l'Europe dans son ensemble, en ce sens qu'ils sont plus efficaces si on les fait au niveau commun que si on les fait par le principe de subsidiarité, chaque pays séparément. Alors évidemment, le plus important, on pourrait dire, dans une vision à 20 ans ou 30 ans, c'est les conséquences de l'accord de Paris, de la COP 21, c'est-à-dire le développement des investissements du changement climatique. Là, on voit qu'on a quelque chose qui est, comme disent les économistes, une externalité ou un bien commun. Et par conséquent, si c'est un bien commun de l'Europe, il sera évidemment mieux réalisé par des investissements au niveau de l'Europe. Mais vous avez aussi pas mal de choses sur la sécurité, sur la défense, sur la recherche-développement qui pourrait être fortement améliorée si on mettait en réseau les grands centres de recherche européens, hein, et aussi l'éducation supérieure et la possibilité de faire circuler les étudiants pour créer l'idée d'une citoyenneté européenne. Quoi. Bon. Donc voilà, ça ce sont des biens communs. Et par conséquent, il est bon qu'ils soient financés par des projets européens car ils créent une valeur ajoutée. Et donc ce sont ces financements qui permettront d'avoir plus de coopération, plus de stabilité. Donc il faut pouvoir les financer, je veux dire. Hein. Ça, ce sont les investissements. Donc il faut partir de la dépense. Pour ça, il faut des ressources. Et donc les ressources, c'est quoi? C'est, dans le cadre du plan Juncker, un rôle plus important donné au budget européen, par conséquent, comme impulseur, hein, et comme garantie des risques pris en faisant ces investissements. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire au niveau des ressources. Ça veut dire non pas qu'il faut créer plus de pression fiscale dans toute l'Europe, mais il faut allouer au budget européen des ressources plus importantes qui pourraient être compensées par une réduction des pressions fiscales sur les pays membres. Dès lors qu'ils donneraient une valeur ajoutée plus forte que si on le fait, et auquel tout le monde aurait avantage. Ouais. Et donc ça veut dire qu'il faut créer ce qu'on appelle non pas, si vous voulez, une capacité de taxation par le Parlement, qui serait évidemment la voie la plus normale, mais qui suppose un changement des traités. On peut allouer à l'Europe ce qu'on appelle des ressources propres, c'est-à-dire, il y en existe aujourd'hui une qui sont les droits de douane, qui est complètement allouée au budget européen. Hein, ce ne sont pas des subventions données par les États et qui peuvent les reprendre, etc. Eh bien, on peut évidemment en créer d'autres qui sont liées à ces investissements, c'est-à-dire, par exemple, une taxe carbone, une taxe sur les transactions financières, éventuellement une taxe sur l'électricité parce que la distribution d'électricité doit faire l'objet d'un réseau européen, etc. Donc, donner une rationalité économique, si vous voulez, au transfert au budget européen de ressources propres. Alors, à partir de ça, eh bien, je pense que le financement des investissements, il ne va évidemment pas être fait par le budget, il n'y a pas la taille pour faire ça, hein, mais il doit être fait par, comme dans le cadre du plan Juncker, mais en le renforçant, les banques publiques de développement, c'est-à-dire que le plan Juncker, c'est la BEI met du capital avec le budget européen, un fonds européen stratégique qui pilote ces investissements communs, là, ces fameux investissements à valeur ajoutée. Eh bien, et à mon avis, il faut faire rentrer dans le capital du fonds stratégique toutes les banques de développement nationales. Ce qui veut dire qu'on aurait un réseau de banques coordonné par la BEI et capable, si vous voulez, de projeter des investissements beaucoup plus importants et d'entraîner le secteur privé. Dernier élément, ces banques devraient se refinancer elles-mêmes. Pour ça, elles émettraient des obligations européennes qui seraient achetées par des investisseurs institutionnels responsables et acceptables par la BCE, ce qui veut faire un nouveau système financier. Merci beaucoup Michel Eglietta, comme quoi, à vous entendre, il y a encore de l'espoir pour le projet européen. En effet, le changement des conditions géopolitiques crée un besoin absolu d'Europe, car le monde pourrait être, si vous voulez, fractionné en blocs ou être ouvert et multilatéral, et l'Europe doit jouer ce rôle-là pour une croissance inclusive et soutenable. Merci encore.